Été 1942. L'armée allemande s'enfonce dans la steppe russe. Depuis le début de la guerre, elle ne connaît que la victoire. Toute l'Europe continentale est sous la botte nazie. L'assaut contre l'Union soviétique a commencé il y a 1 an. Après un coup d'arrêt à l'hiver 41 devant Moscou et Leningrad, au nord, Hitler décide cette fois de lancer son offensive principale vers le sud de l'URSS. Son objectif, les monts du Caucase et leurs puits de pétrole. Ce pétrole dont l'Allemagne manque cruellement. Mais la cible, c'est également la grande cité industrielle de Stalingrad. Stalingrad, grosse de ses 500 000 habitants, s'étire sur 25 km le long de la rive occidentale de la Volga, le plus grand des fleuves russes. Ville modèle des années 30, orgueil du régime stalinien, Stalingrad est constitué de cités dortoirs et d'immenses usines métallurgiques qui assurent le quart de la production soviétique de véhicules. Gros centre d'armement, nœud de communication vital. Si Stalingrad tombe, tout tombe. Les liens seront rompus entre le sud et le nord de l'URSS. Le précieux pétrole du Caucase coulera à flot au profit de la machine de guerre nazie. Après la traversée du Don, les troupes du maréchal von Bock atteignent la steppe et ses sables. Au nord de la ville, une division blindée allemande lancée en flèche est parvenue jusqu'au bord de la Volga. Mais en cet été 42, les Allemands commettent une erreur qui leur sera fatale. Ils scindent leur offensive en 2 branches. Celle visant Stalingrad, destinée principalement à protéger les flancs de celle dirigée sur le Caucase. Or, l'armée allemande est affligée de graves faiblesses logistiques. Elle devrait concentrer ses forces plutôt que les diviser. Pire encore, dans le cours même de la bataille, Hitler et son état-major vont hésiter. Tantôt c'est Stalingrad, tantôt le Caucase qui est leur priorité. Écoutant peu ses généraux, Hitler n'est pas non plus parfaitement ferme sur ses objectifs. Connaissant cette versatilité chronique, l'état-major soviétique va saisir l'occasion de lui tendre un piège gigantesque. Mi-août, l'armée allemande parvient dans les faubourgs de Stalingrad. Même si ses lignes de ravitaillement se sont dangereusement étirées, la Wehrmacht a tout bousculé devant elle. Son excellence tactique demeure. Comme l'année précédente, l'armée rouge est en déroute. Elle semble incapable de stopper le rouleau compresseur nazi. Mais les dirigeants soviétiques vont tout mettre en œuvre pour y parvenir. Dès la fin du mois de juillet, Staline a signé l'ordre numéro 227 intitulé « Plus un pas en arrière ». La consigne est claire, l'armée rouge ne doit plus reculer, ses hommes doivent se faire tuer sur place plutôt que d'accepter de céder le moindre pouce de terrain. À Stalingrad, cet ordre 227 va être appliqué à la lettre. La ville ne doit pas tomber, la Volga ne doit pas être franchie. Pour s'assurer qu'il en soit bien ainsi, le dictateur soviétique nomme à Stalingrad ses 2 principaux chefs. À la tête des opérations militaires, le maréchal Georgi Zhukov, représentant direct du grand état-major général. Et à la tête des commissaires politiques, il désigne Nikita Khrouchtchev, le futur dirigeant de l'URSS, alors membre du bureau politique du Parti communiste, la plus haute instance dirigeante. Khrouchtchev est le représentant personnel de Staline, chargé de faire exécuter ses ordres coûte que coûte, par la terreur et la violence si besoin est. À Stalingrad va se jouer le destin du monde. Zhukov, Khrouchtchev, chacun d'eux répond sur sa tête du succès de sa mission. Le 23 août 1942, la Wehrmacht, fidèle à sa méthode, commence l'attaque de la ville par des bombardements massifs. Врагам Сталинград казался мертвым, а он, разрушенный, без воды и света, жил и боролся. En réduisant la cité en ruine,
les Allemands ne vont faire que faciliter la tâche des défenseurs. Sitôt entrés dans la ville, les soldats de la 6e armée du général Paulus se heurtent à une résistance acharnée. En face, la 62e armée du général Tchoïkov défend ses positions pied à pied. Dans cet immense amas de ruines, la Wehrmacht ne peut plus bénéficier de sa puissance de feu ni de sa supériorité technologique. Ses lourds panzers s'avèrent inadaptés à ce terrain inédit. Les soviétiques, eux, savent mettre à profit ce chaos. Organisés en petites troupes d'assaut très mobiles, les groupes de choc, ils se battent le plus souvent possible au corps à corps, un domaine dans lequel ils excellent. Très rapidement pour les Allemands, les combats tournent au cauchemar. Stalingrad devient la plus grande bataille en ville de tous les temps. Dans la guerre en zone urbaine, la notion de front ne signifie plus rien. Les combattants sont entremêlés les uns aux autres. Les distances classiques de la guerre en campagne sont soudain caduques. En ville, on combat pour une rue, pour une maison, pour un tas informe de briques et de béton. On se tue au moins autant avec des pistolets mitrailleurs et des grenades qu'avec des couteaux, des cocktails Molotov, ou même des pelles affûtées, ou encore des pierres. La guerre en ville, c'est également une lutte dans les 3 dimensions. On combat au sol, mais aussi dans les étages et même au sous-sol, dans la puanteur des égouts et des canalisations. Les soldats allemands inventeront un terme pour décrire ce calvaire. La guerre des rats. À Stalingrad, l'ennemi est partout. Devant, derrière, au-dessus, en dessous. Un même point, une même ruine, un même étage change de main parfois plusieurs fois par jour, et ce au prix d'invraisemblables pertes. Durant sa première phase, la bataille de Stalingrad fait près de 6000 morts par jour. Pour alimenter ce carnage, Zhukov injecte sans interruption des renforts dans la ville. En provenance de l'Est ou du Nord, les hommes entassés sur la rive orientale de la Volga doivent franchir les 2 à 3 kilomètres de largeur du fleuve. Des péniches et des bacs font d'incessants allers-retours sous le feu permanent de l'artillerie et de l'aviation allemande. Nombre de ces renforts n'atteindront jamais la rive où s'étend Stalingrad. Ceux qui y parviennent sont aussitôt plongés dans l'enfer du combat, parfois sans armement ou sans munitions, ou même sans ni l'un ni l'autre. Dans les premières semaines de la bataille, l'espérance de vie d'un soldat qui arrive sur le front est d'à peine 36 heures. L'armée rouge, comme elle l'a souvent fait, lance ses fantassins en masse à l'assaut des positions ennemies dans d'atroces charges suicides. Tactique apparemment désespérée, ces charges suicides fixent les Allemands et au final, elles contribuent à épuiser leur stock de munitions. Pour être certain que les hommes ne reculent pas, les régiments du NKVD, la terrible police politique soviétique, ont mis en place des détachements de blocage. Placés en arrière des troupes d'assaut, ces détachements de blocage tirent à vue sur tout soldat surpris en train de battre en retraite, de paniquer ou seulement d'hésiter devant une mort certaine. Deux sinistres traditions se rejoignent ici. Celle des généraux russes de l'époque tsariste, pour lesquels la vie humaine n'avait pratiquement aucune valeur, et la tradition des dirigeants bolcheviques, lorsqu'ils commandaient la jeune armée rouge durant la guerre civile, 20 ans plus tôt, et que le sort de la révolution d'octobre ne tenait qu'à un fil. Sous les ruines de Stalingrad, tout ne servit plus que pour la guerre. Les usines d'armement elles-mêmes continuent de tourner. Défendues par des milices ouvrières levées sur place, elles ne cessent de produire des chars qui partent au combat sitôt parvenus au bout de leur chaîne de montage, et parfois pour entrer en action quelques mètres plus loin. Et puis, il y a les civils, les habitants de Stalingrad. Jusqu'en octobre, Staline interdit toute évacuation de civils afin que les combattants sachent véritablement pourquoi ils combattent et meurent
et qui ils défendent, mais également pour donner plus de poids à la valeur symbolique et politique de la ville. Des centaines de milliers de femmes, d'enfants et de vieillards sont donc restés là et tentent de survivre, cachés dans les caves, se nourrissant comme ils peuvent, c'est-à-dire fort peu, voire pas du tout. Les civils meurent aussi, bien sûr, et dans des proportions similaires aux soldats. La plupart d'entre eux participent à la bataille à leur façon, en espionnant, en transmettant des messages, en transportant munitions et ravitaillements, ou encore en apportant de leur mieux leur soutien moral, médical ou matériel aux hommes de troupe. Enfin, les civils combattent. À Stalingrad, même les enfants sont enrôlés. Certains profitent de leur petite taille et se glissent par les égouts et les canalisations jusque dans les lignes allemandes pour espionner. Nombre de femmes ou d'enfants soldats tomberont les armes à la main, d'autres seront faits prisonniers. Les nazis les considèrent comme des bandits. Leur sort est alors le même que celui réservé aux brigands du Moyen-Âge, la pendaison. Dans les décombres de Stalingrad s'épanouit une nouvelle sorte de guerriers, les snipers. Ces tireurs d'élite sont les véritables rois de la guerre en milieu urbain. Tueurs redoutables, ils agissent seuls ou en équipe de 2 ou 3 hommes. Camouflés dans les ruines, changeant constamment de position, capables de rester des heures, voire des jours, sans bouger, les snipers sèment la mort invisible, silencieuse, implacable. Avec leurs fusils de précision, ils ne laissent aucun répit à l'adversaire, entretenant la terreur de jour comme de nuit, et l'effondrement du moral, cause première de toutes les défaites. Une armée confrontée à des snipers perd toute sécurité et toute mobilité. Personne n'est plus à l'abri nulle part. Les hommes, et en particulier les officiers, ne peuvent plus se déplacer qu'avec d'infinies précautions. Certains snipers sont restés célèbres, et parmi eux, plusieurs femmes. Ces femmes snipers se révèlent parfaitement adaptées à cette forme si particulière de combat, par essence solitaire. Elles démontrent d'insoupçonnables qualités de patience, de détermination et de maîtrise de soi. D'ailleurs, les femmes sont massivement mobilisées dans l'armée rouge, et pas uniquement en tant qu'infirmières ou dans les transmissions comme dans les autres armées, mais en tant que combattantes, tankistes, aviatrices, et bien sûr comme snipers. Le plus fameux des snipers soviétiques à Stalingrad est Vassili Zaïtsev. Ce jeune berger de l'Oural a appris le tir en braconnant les loups avec son grand-père. Une seule balle tirée dans l'œil lui était alors autorisée pour ne pas abîmer la peau du loup. Volontaire comme des millions d'autres jeunes soviétiques, Vassili Zaïtsev n'est d'abord qu'un soldat anonyme dans la masse des futurs sacrifiés, jusqu'à ce que des officiers remarquent son exceptionnelle adresse au tir. La propagande communiste s'empare alors de lui et en fait en quelques jours un héros. Les exploits de Zaïtsev sont commentés dans tous les recoins du front. Sa réputation finit même par atteindre les lignes allemandes, où la seule idée de sa présence sème l'effroi. Au point que le commandement de la 6e armée fait appel à un maître sniper pour venir à bout de Zaïtsev. L'identité de ce tireur d'élite allemand reste encore aujourd'hui un sujet de controverse pour les historiens. S'appelait-il König, Königs, Koning ou Torvald? Était-il l'ancien chef de l'école des snipers allemands près de Berlin, comme l'indique Zaïtsev dans ses mémoires, ou bien un vulgaire tueur à gages recruté dans la pègre? La vérité restera sans doute longtemps inaccessible. Toujours est-il qu'un véritable duel oppose les 2 snipers. Chacun cherche à piéger l'autre au moyen de toute son habileté de chasseur. Après plusieurs semaines de traque, c'est Zaïtsev qui l'emporte et abat son rival. Un fait d'armes qui renforce encore son statut de héros national. Sur l'immense mémorial érigé à Stalingrad, devenu aujourd'hui Volgograd, un bas-relief est dédié à Vassili Zaïtsev. Sa légende et sa gloire seront entretenues longtemps encore après la guerre.
Former Red Army marksman Vasily Zaitsev. The fascist snipers used to come here to give the other Germans covering fire when they came to get water from that small spring. The Volga was only a stone's throw away, but the Nazis were dying of thirst. So that is how this sniper's duel flared up. All in all, it went on for 3 days, but it ended with victory for us in some 5 seconds. The fascist had come to the duel well prepared. He'd already taken out 2 of my snipers, when, with the help of a couple of others, I finally managed to pick him off. I would never have guessed what kind of big shot had flown to Stalingrad. But when we dragged him out, we found he'd been the head of the Berlin Sniper School. La propagande soviétique, qui a en grande partie fabriqué Zaitsev, est l'une des armes principales de Staline. Pour diffuser cette propagande, mais aussi pour assurer un contrôle quasi absolu sur les soldats et surtout sur les gradés, l'Armée rouge comporte en son sein un corps d'officiers très particulier, les commissaires politiques. Militants du parti ou des jeunesses communistes, ils sont les yeux, les oreilles, la bouche et parfois le bras armé du régime stalinien. Présents jusqu'au plus bas échelon des unités de combat, les commissaires politiques galvanisent les hommes, répandent la bonne parole du parti et jouent le rôle de police de la pensée. Les nazis leur livrent une chasse d'autant plus impitoyable que beaucoup d'entre eux sont d'origine juive. Par un extraordinaire cynisme, la première phase de la bataille, d'août à octobre 1942, permet aux chefs soviétiques de se servir de Stalingrad comme d'un gigantesque appât. Ils vont mettre à profit l'importance disproportionnée que les Allemands accordent à la ville. Hitler est en train de développer une véritable obsession pour Stalingrad. Sa propagande insiste toujours plus sur le fait que la cité porte le nom du chef suprême de l'URSS, Staline. Et son état-major conforte le Führer dans son optimisme. L'armée rouge serait maintenant au bord de l'effondrement. Il est inconcevable qu'elle puisse encore disposer de ressources humaines, matérielles et morales suffisantes pour continuer la guerre. Le général Friedrich Paulus, commandant la 6e armée à Stalingrad, garantit à Hitler que la chute de la ville n'est plus qu'une question de jours. Au fil des semaines, la résistance soviétique, de purement défensive, devient progressivement attentiste. Pour le général Tchoïkov, commandant la 62e armée dans la ville, il s'agit non plus tant d'empêcher les nazis de prendre Stalingrad et de franchir la Volga, que d'attirer toujours plus de troupes allemandes dans un piège stratégique d'une ampleur colossale. Une fois l'ennemi ferré, les soviétiques passeront à la contre-attaque dans le but de l'anéantir. Le maréchal Zhukov élabore avec son état-major un plan d'une envergure sans précédent, l'opération Uranus. Zhukov masse secrètement des renforts considérables dans la région, plus d'1 million d'hommes. Pas un instant, les services de renseignement allemands ne détectent l'importance de ce qui se trame. Les 19 et 20 novembre 1942, l'opération Uranus est déclenchée. Au nord et au sud de la ville, une attaque en double tenaille est lancée sur les flancs et les arrières de la 6e armée allemande, des secteurs tenus par de mauvaises troupes hongroises, italiennes et roumaines. En 4 jours, l'armée rouge disloque le dispositif ennemi. La totalité de la 6e armée est encerclée dans Stalingrad. La deuxième phase de la bataille commence. Hitler se refuse à voir la réalité de la situation. Depuis Berlin, il donne l'ordre au général Paulus de résister coûte que coûte. Il lui interdit même de tenter une sortie pour percer à travers les lignes soviétiques et retraiter vers le gros de l'armée allemande. En s'obstinant ainsi, le Führer joue le jeu que ses adversaires veulent lui voir jouer. Quant à l'aviation allemande, la Luftwaffe,
son chef, le très vantard maréchal Göring, promet à Hitler qu'elle sera en mesure de ravitailler l'armée encerclée. Mais la réalisation d'une telle promesse est largement au-delà des capacités réelles de l'aviation allemande, et elle ne tient pas compte des rigueurs de l'hiver russe. Le pont aérien échoue. Rapidement, la 6e armée manque de tout. Vivres, munitions, vêtements chauds, médicaments, essence. À la mi-décembre, le maréchal von Manstein, le plus brillant stratège de la Wehrmacht, tente une percée depuis le sud en direction de la ville. C'est la dernière chance de délivrer l'armée assiégée. Mais les Soviétiques repoussent finalement la tentative de von Manstein. Dès lors, le sort de la 6e armée, enfermée dans le chaudron de Stalingrad, est scellé. Zhukov resserre progressivement l'étau. Les troupes de Paulus sont soumises à une pression toujours plus intenable. Dans la ville, les soldats de Tchoukov reprennent une à une les positions perdues. Le 25 janvier, le dernier terrain d'aviation encore aux mains des Allemands à l'intérieur du chaudron tombe aux mains des Soviétiques. La 6e armée n'a désormais plus aucun lien autre que radiophonique avec le monde extérieur. Malgré l'interdiction formelle de capituler ordonnée par Hitler, Paulus désobéit. Le 2 février 1943, le lendemain de sa nomination au grade de maréchal, Paulus se résout à se rendre. Накануне Гитлер присвоил Паулюсу звание фельдмаршала. Фюрер считал, что эта честь заставит командующего 6-й армии покончить жизнь самоубийством. Паулюс выбрал другой путь. En signant l'acte de reddition de la 6e armée, Paulus devient le premier maréchal allemand à se rendre. Cinq mois de bataille s'achèvent. Plus de 130 000 soldats allemands totalement clochardisés prennent le chemin de la captivité. À peine 6 000 d'entre eux en reviendront, des années plus tard. Lorsque les canons se taisent, le bilan est effrayant. Les combats à Stalingrad ont fait 2 millions de morts, le double de Verdun. 1 100 000 morts côté soviétique, civils et militaires confondus, et 900 000 morts allemands, hongrois, italiens et roumains du côté des forces de l'Axe. Stalingrad reste à ce jour la plus meurtrière bataille de l'histoire. Pour la première fois depuis le début de la guerre, et même pour la première fois depuis 1923, le fascisme a subi une défaite majeure. Cette victoire soviétique, obtenue au prix d'incroyables sacrifices humains, constitue le principal tournant de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés ne s'y trompent pas. Pour Churchill comme pour Roosevelt, l'URSS ne tombera pas. Après bien des angoisses, ils en sont enfin persuadés. Pour Staline, c'est une apothéose. À Moscou, le triomphe de l'armée rouge victorieuse fut surtout celui du maréchal Staline. Pour tous, alors, il était le véritable vainqueur, le guide génial qui, par sa prescience et sa fermeté, avait sauvé sa patrie, le communisme et le monde. Staline, son pays et son armée sont désormais crédibles aux yeux des Occidentaux. Mieux même, l'URSS va être le principal cauchemar des nazis et absorber l'essentiel du choc de la puissance allemande. Après Stalingrad, les morts se comptent encore par millions. Mais la Wehrmacht a perdu l'initiative. Elle ne cesse de reculer. Sa mise à mort n'est qu'une question de temps. Le retentissement de Stalingrad est planétaire. Dans les pays alliés comme dans les pays neutres, chez les civils comme chez les combattants, et même dans les camps de la mort où la nouvelle parvint bien vite, l'espoir avait enfin changé de camp. C'est à Stalingrad que le nazisme a commencé à mordre la poussière.